Bonjour, bienvenue à tous sur Urbex Action. Je me présente Psycho. Et moi, Maz. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Urbex au sanatorium d'Incourt. Bon, ok, pour certains, le matos que je porte actuellement sur la vidéo, ça peut faire beaucoup. Ça peut se comprendre, tout à fait, parce que on n'a pas forcément besoin de tout ce matos pour faire de l'urbex. Et l'urbex que nous on pratique, il est assez, j'ai pas envie de dire pas commun, mais il est assez spécial dans le sens où on a un urbex qui se pratique de manière sécuritaire, discrète et prévoyante. Discrète, dans le sens où personne ne nous voit arriver, personne ne nous voit sur les lieux, personne ne nous voit repartir. Et nous, en échange, on ne voit personne non plus. Vraiment personne. Si on peut éviter le contact avec d'autres individus, ça peut être l'idéal pour nous. On préfère avoir j'ai envie de dire une OP, mais pas vraiment une OP, mais une expédition, parce que c'est littéralement une expédition. On préfère avoir une expédition qui se veut vraiment zéro accro, vraiment sans accro comme on dit, et vraiment repartir tout le monde safe, garder un bon souvenir de ce qu'on a fait, avoir des bonnes séquences, avoir des bonnes photos, et s'être marré entre nous. Maintenant sur le plan sécuritaire, dans le sens où là c'est la sécurité qui rentre, donc c'est la sécurité du groupe, ma sécurité et la sécurité aussi des individus qui se trouvent autour. C'est-à-dire que on va pas s'amuser à ramener quelconque objet qui se veut dangereux pour d'autres individus qui pourraient se trouver sur le site, parce qu'on a envie de faire les fous, hein, littéralement. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire les fous sur un urbex, c'est juste que on est sur une zone dans laquelle on n'est pas censé être de base. Il y a des zones d'urbex où il peut y avoir des agents de sécurité. Il peut y avoir des chiens, même si les chiens en France n'ont pas vraiment le droit de vous attaquer, hein, même s'ils font partie de l'agence, littéralement. Et Et par rapport à la sécurité du groupe, donc il y a déjà tout ce qui est en rapport avec le fait de ne pas être sur un terrain d'urbex. Et en plus, la sécurité au niveau de l'état du terrain. Parce qu'il y a des terrains qui sont dégradés, dans lesquels il y a eu, je sais pas, des murs pétés, il y a eu des toilettes cassées, des miroirs brisés, des vitres brisées, plein de morceaux de verre ou des fers à béton qui peuvent tout à fait empaler quelqu'un ou littéralement couper quoi que ce soit ou crever des yeux ou n'importe quoi. Enfin, ça peut être n'importe quoi. On peut jamais prévoir. C'est pas possible de prévoir. Et c'est pour ça qu'on porte dans nos sacs des trousses de premier secours. C'est juste dans la prévention. Quand on est sur un terrain qu'on ne connaît pas, tout simplement, on doit prévoir à l'avance ce qui va se passer. Pour information, si ce jour-là j'étais devant et qu'on utilisait des déplacements que moi je connais, en tout cas, c'est tout simplement parce que j'étais entre autres responsable de cette expédition. J'étais le seul à ce moment-là qui était déjà allé sur les lieux. Les deux autres personnes qui étaient présentes avec nous n'avaient strictement aucune expérience en termes d'urbex. Elles n'étaient jamais allées sur des lieux tels que celui que vous allez voir dans la vidéo. Et pour cela, en fait, il fallait quelqu'un qui connaisse les lieux, qui connaisse un minimum comment se déplacer en toute sécurité, et surtout pour pratiquer la manière dont nous on pratique l'urbex de base. C'est pour ça que vous me voyez faire quelques mouvements d'avancement, enfin d'avancer ça peut paraître un peu militaire malheureusement, mais c'est plus en confusion avec de l'airsoft. N'allez pas croire qu'on ramène des répliques d'airsoft sur un terrain, on l'a dit
je l'ai dit tout à l'heure, zéro danger pour quelconque individu, qu'il soit dans le groupe ou en dehors du groupe. Laisser une distance de 2 mètres, c'est quelque chose qu'on apprend en airsoft de base aussi. C'est tout simplement une sécurité. Je dis peut-être une bêtise parce que bon, à l'endroit où on y était, ça n'est pas arrivé. Mais imaginons, par pur hasard, un sol est craquelé. On marche sans vraiment regarder. Pour une fois, on a les fameuses 3 secondes d'inattention. On marche sur le sol, on traverse le sol. Vaut mieux être tout seul à traverser le sol qu'être 4. Si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'à ce moment de la vidéo on s'accroupit, c'est tout simplement grâce à ça. Ça, c'est un Z-Tac Comtac 3e génération. C'est un casque anti-bruit qui amplifie les petits sons et qui atténue les gros sons qui sont censés être nuisibles pour les oreilles, c'est-à-dire au-delà de 89 décibels. Et les sons en dessous de 18 décibels sont amplifiés. Par exemple, une personne qui marche à 20, 30, voire des fois, ça dépend de comment elle marche, parce que si c'est un gros bourrin, à 35 mètres, vous l'entendrez dans ce casque, avec le côté gauche ou le côté droit. Et en fait, les sons sont captés par les petits micros que vous voyez ici et ici. Tout simplement. Donc ici, vous avez le micro côté gauche, et ici, le micro côté droit. J'aimerais beaucoup pouvoir vous faire part de ce que ça donne en rendu. C'est juste insane. Vraiment, c'est un truc insane que j'ai découvert au Airsoft. Et c'est terriblement pratique. S'il y a des Airsofters ou des gens qui s'y connaissent un peu dans ce domaine, dans la vidéo, bah vous allez tout à fait connaître et limite vous pourrez me prendre un peu pour un glandu. Non mais en vrai, c'est une dinguerie. Ce truc est vraiment utile de fou. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire du sanatorium d'Incourt. Fin des années 20, la France subit une épidémie de tuberculose pulmonaire qui toucha 700 000 personnes à travers le pays. C'est le 2 juillet 1929 que le Conseil général de la Seine-et-Oise décide la construction d'un hôpital sanatorium dont la première pierre fut posée le 29 octobre 1931. Les travaux durent 2 ans et l'ouverture aux malades a lieu le 18 juillet 1933. La guerre interrompt les soins. Suite à ça, le 9 juin 1940, les malades sont répartis dans différents centres de cure provinciaux protégés.
Le nouveau préfet réquisitionne et transforme le sanatorium en camp d'internement administratif le 5 octobre 1940. Dans un premier temps, y sont internés des communistes, des syndicalistes, des socialistes. Soumis à des travaux forcés dans la forêt, on comptabilise 667 détenus dans ce seul bâtiment en juin 1941. De mai à septembre 1942, ce sont des femmes juives, tziganes ou bien accusées d'aide à la résistance qui succèdent aux prisonniers politiques. Pour éviter des rassemblements entre détenus de même idéologie, des transferts ont lieu dans d'autres camps ou prisons. Ce sont au total 1056 prisonniers qui ont transité par un cours, avant d'être déportés dans des camps de concentration en Pologne, le plus souvent au camp de Ravensbrück ou Auschwitz, et peu d'entre eux ont survécu. En mars 1943, René Bousquet, secrétaire général de la police du régime de Vichy, décide de faire de ce camp un centre de formation et d'entraînement de groupes mobiles de réserve, chargés avec les milices de retrouver les résistants. En 1946, l'établissement reprend ses activités premières comme sanatorium, mais par la suite, la tuberculose étant traitée par les campagnes de vaccination, le sanatorium n'a plus lieu d'être. En 1994, une stèle est implantée à l'entrée du domaine de la Bucaille, au nom et à la mémoire des fusillés et des déportés. Une cérémonie a lieu chaque année dans la première semaine d'octobre, organisée par l'association Mémoire d'un cours pour commémorer le souvenir.
Comme on l'a dit tout à l'heure, la prévention est un de nos principes fondamentaux dans la pratique de l'urbex. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, le faux plafond est littéralement sur le sol. Et on voit des briques se déchausser littéralement du plafond. Alors on a préféré faire demi-tour, être 100% sécure, pas prendre le moindre risque, et rentrer chez nous en entier, quoi.
Comme vous venez de l'entendre, il y a un chien qui se trouvait à proximité du site. Du coup, on a préféré éteindre toutes les lumières. Parce que comme ça, en fait, ça donne ça donne du temps de façon à pouvoir réfléchir, pouvoir analyser ce qu'on a entendu, voir si c'est réel, voir si c'est proche, voir si ça se répète encore une fois, Et ça s'est répété. et que ça s'est répété en plus derrière. Et en plus derrière, ça donne le temps donc, au leader, à la tête de groupe, de pouvoir décider de par où on va sortir. Est-ce qu'on sort? Est-ce qu'on repart? Et en fait, bah là, on a bel et bien décidé de repartir. On est tout de suite reparti dans la forêt. 1 minute plus tard, on était déjà dans la forêt à repartir. Et puis bah là, après, vous avez les séquences de nuit. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et nous faire des retours et vous abonner à la chaîne. À bientôt.